Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est sur ACO et bienvenue à ceux qui viennent d'arriver sur ce podcast. Donc aujourd'hui, épisode numéro 3 et j'ai l'honneur et le privilège d'avoir avec moi aujourd'hui Guillaume Nominé. Donc Guillaume, je le connais depuis quelques années déjà, tout simplement parce que c'est mon chef. Non, mais en plus de ça, c'est aussi une personne vraiment super, un super ami et aussi un grand leader avec un grand cœur. Et aujourd'hui, j'ai vraiment hâte de faire ce podcast avec lui parce qu'on va parler de leadership et surtout aussi de comment est-ce qu'il a créé son entreprise et comment il a avancé dans toutes ces choses-là pour en arriver là où on est aujourd'hui. Et du coup, est-ce que tu veux te présenter ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci déjà, Jean, ça me touche beaucoup, ça me fait plaisir. Je suis très content d'être là aujourd'hui pour justement parler un petit peu de l'aventure entrepreneuriale et les années qu'on a déjà pu passer ensemble au sein d'Atolia. Donc Atolia, c'est une start-up qui existe maintenant depuis 5-6 ans. On fait une digital workplace pour simplifier le travail en entreprise. Donc c'est principalement une application et c'est de ça qu'on va peut-être parler aujourd'hui aussi un petit peu, de comment est-ce qu'on a développé tout ça les dernières années. Yes, trop cool, c'est vraiment cool. Et du coup, en parlant justement d'Atolia, donc tu as créé une entreprise il y a plusieurs années et de ce que je sais, c'est que tu l'as créée quand tu étais encore en études, ouais. C'est bien ça ? Ouais, c'est ça, Alors c'était en 2015, on était en école d'ingénieur à l'époque. Et en fait, on cherchait à développer une application pour que les profs, les étudiants et puis les administratifs de l'école, ils puissent échanger des documents ensemble, échanger des messages et tout ça plutôt que de passer par email. Donc dans une application qu'on a au début appelée Skolledge. Et c'est comme ça qu'on a commencé à l'époque, ouais. Ah, c'est cool, c'est vraiment cool. Et, mais qu'est-ce qui vous a poussé en fait à lancer ce projet alors que vous avez sûrement eu d'autres projets scolaires en même temps, non ? Ou de ce genre de choses. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi de vous lancer là-dedans, quoi ? C'était moi-même déjà avant l'école d'ingénieur, j'étais déjà en freelance. Je faisais des petits sites web parce que j'ai appris la programmation assez tôt quand j'avais 14-15 ans, donc je commençais à développer des petits sites web et tout. Et j'avais toujours cette envie de me lancer, d'un jour créer aussi mon entreprise. Donc au début, c'était plutôt en freelance où je faisais des sites web pour certains clients. Et donc il y avait déjà un peu cette envie d'entrepreneuriat à l'époque. Et puis en même temps, le projet scolaire qui s'appelait Skolledge à l'époque, qui a fait que les deux choses se sont un peu croisées à ce moment-là, entre un projet qu'on pouvait développer en tant que projet d'entreprise et puis une envie déjà que j'avais d'entrepreneuriat quand j'étais plus jeune. Et du coup, ça s'est fait à ce moment-là. Ah ouais. Mais c'est vraiment cool parce qu'en fait, je pensais pas du tout que tu avais déjà ça en tête depuis bien avant de lancer ce projet, quoi, d'être un entrepreneur. Et comment est-ce que l'école, en fait, elle a reçu ce projet-là ? Comment est-ce qu'elle a bien reçu ou elle vous a aidé Ouais, justement, on avait, en fait, à ce moment-là, on avait un module de création d'entreprise avec une prof qui intervenait et qui travaillait aussi dans une agence d'innovation. Donc, en fait, elle aidait des jeunes projets comme ça à se lancer pour en devenir une entreprise. Et donc, c'est surtout elle qui nous a poussé un petit peu au début aussi et accompagné là-dedans. Donc, ça a très vite été bien reçu. Le directeur de l'école, il était aussi prêt à nous laisser faire du coup, le stage de fin d'année sur le projet Skolledge à l'époque. Donc ça nous a permis d'avoir un petit peu plus de temps pour travailler dessus. Et puis, ils ont aussi, dès le départ, été OK pour qu'on puisse déployer le premier prototype à l'époque de l'application dans l'école. Donc, les premiers utilisateurs de Skolledge, qui après est devenu Atolia, au début, c'était les gens de l'école, avec le directeur qui nous avait bien accompagnés pour nous donner des retours aussi. Donc un gros soutien dès le départ pour commencer, et ça c'était vachement bien. Ouais. Ça c'est top, ouais. Et ce que je trouve ouf dans ça, c'est qu'en fait vous avez pensé déjà à cette idée-là en 2015, quoi, alors que même quand j'étais au DUT, c'est quoi, 2019, même tous les systèmes informatiques, on va dire, pour partager des devoirs ou partager les notes, enfin rentrer les notes et ce genre de choses, en fait, c'était, on va dire que c'était pas très, très avancé. Et c'est ouf que vous ayez déjà pensé à ça, en fait, en 2015, quoi, à changer ça et à le rendre plus simple d'utilisation. Et... Ouais, mais c'est ça aussi qui nous avait poussé à le faire, c'est parce que les applis qu'on utilisait à cette époque, on les trouvait un petit peu old school, on va dire. C'était pas très... ça manquait un peu de temps réel, de convivialité, d'usage mobile aussi, parce que les applis mobiles commençaient à se développer de plus en plus, mais toutes les applis qu'on avait à l'époque à l'école,
c'était que sur ordinateur, et donc ça rendait les choses beaucoup moins interactives. Et c'est aussi ça qui nous a, je pense, poussé à développer une nouvelle application. Oh, top. Du coup, ce projet Scholège, tu l'as pas lancé tout seul. Et tu as dû t'entourer de certaines personnes, je pense, des camarades de classe qui étaient avec toi à l'époque. Là, vu que je suis encore aussi étudiant, je sais à quel point des fois tu te dis mais qui est-ce que je vais mettre pour faire ce projet-ci, projet-là. Et dans ton cas, en plus, c'est un projet vraiment où tu te dis ouais, genre, est-ce que peut-être je vais me lancer en tant que vraiment un vrai projet professionnel après, derrière ça et tout. Et comment tu as su en fait de qui tu devais t'entourer à ce moment-là et pourquoi tu as choisi ces personnes-là et pourquoi pas d'autres? Bah ça, c'est une bonne question. Alors, c'était avant tout des camarades de promo. Alors, il y avait Kevin, il y avait Billy aussi, il y avait Redouane. Et donc, on était tous plutôt des profils un peu tech au départ. Et ça, pour développer l'application, du coup, c'était super parce qu'il y avait quelqu'un qui était plus axé sur la partie mobile, quelqu'un plus sur la partie design, quelqu'un plus sur la partie... alors là, ça devient un peu technique, mais back-end, front-end. Okay. Et donc, on était hyper complémentaires pour développer l'application dès le départ à l'école. Et puis après, on s'est aussi fait accompagner par d'autres personnes qui n'étaient pas forcément tout de suite dans l'opérationnel de l'entreprise, mais c'était de se faire accompagner par des institutions aussi. Donc, il y avait notamment Semia, Réseau Entreprendre, qui nous ont beaucoup aidés et qui sont des incubateurs de start-up. Donc, eux nous aidaient plus sur les aspects, je dirais, non techniques. Ils nous aidaient plus sur l'administratif, sur la finance, aussi sur l'aspect commercial, parce qu'on a dû à un moment aussi travailler tout ce qui était business model, business plan. Donc là aussi, on a eu la chance de rencontrer ces personnes-là qui nous ont permis d'avoir une équipe vraiment complémentaire et puis de pouvoir... travailler sur chacun des aspects, parce que développer l'application, c'est une chose, mais après, il y a aussi tout le reste dont il faut s'occuper, la commercialisation, l'aspect financier. Ouais, c'est vrai, c'est des choses qu'en fait, on ne pense pas forcément tout de suite quand Pas du tout, non. Enfin, surtout en tant que tech et tout, que tu te dis, ouais, genre, je vais lancer mon application mobile ou je vais lancer mon site internet et tout, et en fait, tu ne penses pas forcément à dire, ouais, comment est-ce que je vais faire la com derrière pour que en fait, ça suive, comment est-ce que je vais gérer les finances, ce genre de choses derrière après. Totalement. Au début, on développe l'application, puis on se dit que ça va se vendre tout seul, il n'y aura rien d'autre à faire que de développer, mais non, pas du tout. Il y a au moins 5-6 autres compétences métiers à réunir, et c'est là aussi où après, on le verra peut-être plus tard, mais la partie équipe et les recrutements qu'on a pu faire aussi par la suite, ça permet de consolider ses compétences et de ramener des personnes complémentaires dans une équipe. Ouais, c'est ça. Et du coup, ces personnes-là, en fait, avec qui tu t'es entouré, tu t'es entouré de ces personnes-là au fil du temps, ou c'est arrivé comme ça, ou tu as dû les chercher? Non, c'est arrivé au fil du temps. Donc au début, on était plutôt 3-4 personnes, surtout à développer l'application. Et puis après, ça a été un peu de bouche à oreille. Puis la prof aussi qu'on avait à l'époque qui travaillait dans des agences d'innovation, c'est elle aussi qui nous a mis en relation avec les incubateurs pour que on puisse être accompagné aussi sur tout le reste, parce qu'on était très jeunes à l'époque. On avait 22 ans peut-être. 22 ans, c'était ça. Ouais. Donc on était quand même assez jeunes, et voilà, le fait d'avoir rencontré ces personnes qui ont pu nous accompagner sur le reste, c'était, je pense, une chance quand même incroyable à ce moment-là. Et donc ça s'est fait comme ça au fil de l'eau, de rencontrer à chaque étape de l'avancement du projet, de rencontrer le bon interlocuteur pour ce stade de développement. Ouais, c'est top, parce que c'est vrai qu'à cet âge-là, c'est l'âge que j'ai d'ailleurs, de se faire accompagner, je pense que c'est hyper important, et je pense que ça soutient de ouf. Et justement, par rapport à ça, vu que vous étiez jeune et tout, parce qu'en vrai, comme tu as dit, tu étais un profil tech, tu as fait du coup une école d'informatique, une école d'ingénieur en informatique, et du coup, en fait, tout ce qui est... parce que là, maintenant, tu es CEO, donc tu fais plus du tout d'informatique, ou presque plus du tout. Presque plus, ouais. Et du coup, tu as dû développer plein d'autres compétences en plus de ça, te former sur plein d'autres choses. Et est-ce que durant, du coup, depuis l'année 2015 jusqu'à maintenant 2022, est-ce que tu as déjà eu des moments où tu as eu des doutes, ou peut-être tu avais un manque de confiance en toi par rapport à une période pendant le projet? Oui, forcément, je pense que lancer son entreprise, c'est vraiment comme des montagnes russes. Il y a vraiment des moments
hyper positif, et puis la même journée, il peut y avoir des choses hyper compliquées à gérer. Donc émotionnellement, ça peut être aussi des fois compliqué, et puis forcément, on se pose des questions. Alors nous, ça nous est arrivé à un moment au bout de 2-3 ans, à un moment on a fait un pivot, comme on l'appelle dans le jargon startup. Donc on a un tout petit peu abandonné le projet initial pour passer sur un autre projet. Et ça, c'était justement un de ces moments de doute, par exemple, où on se disait mais est-ce que ça va marcher, tout ce qu'on va investir là-dedans, etc. Et puis avec du recul, oui, on a eu de la chance aussi, et ça a fonctionné. Mais voilà, il y a eu ces moments de doute aussi, un petit peu, ouais. Et dans ce genre de moment, comment est-ce que tu gères du coup, par exemple, le fait que ça aille pas forcément quand tu reçois une mauvaise nouvelle, comment tu gères ce genre de choses? C'est là où du coup le côté équipe prend vraiment tout son sens, parce que forcément à des moments il y a peut-être des personnes qui vont aller un petit peu moins bien et tout, et quand on est au début 2-3 fondateurs dans un projet, il y en a toujours un qui va être là pour remonter le moral dans les moments plus compliqués, et puis inversement. Et du coup, je pense que c'est vraiment le côté équipe qui permet de passer ces moments un peu difficiles. D'être bien entouré. Ouais, d'être bien entouré. Et puis aussi, après, moi, ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est le côté familial. Donc les moments où voilà, c'était des fois un petit peu plus compliqué, je passais un petit week-end avec la famille, et puis ça me reboostait pour passer l'étape suivante, quoi. Ouais, c'est sûr, parce que c'est vrai que quand tu lances ce genre de projet, je pense que des fois, tu es tellement pris dans ton truc que tu n'as même plus forcément le temps de voir ta famille et tout. Et je pense que ça fait vraiment du bien de pouvoir les revoir des fois de temps en temps dans ce genre de moments aussi, surtout en particulier, quoi. Ouais, surtout sur les premières années, c'est là où c'est je pense, le plus intense en termes de charge de travail et un peu pression, quoi, parce qu'on a vraiment envie que son projet réussisse et tout, donc moi en tout cas je me mettais beaucoup la pression là-dessus, quoi. J'avais envie de bien faire, un petit côté aussi peut-être des fois perfectionniste. mais ouais, c'est surtout les premières années où là c'était le plus compliqué, parce qu'il y a aussi plein de choses à apprendre sur le tas. Ouais, c'est clair. On en parlait un petit peu avant, mais du coup après l'école d'ingénieur, j'avais aussi pu être accompagné. J'avais fait un cursus d'étudiant entrepreneur. Donc ça aussi, ça m'avait formé à tout ce qui est non technique. Donc j'avais pu avoir des formations business, etc. Ah oui, ok, c'est trop. Donc il y a aussi cette formation-là qui permet... quand on se pose des questions, on avait des coachs et des mentors qui étaient aussi là pour justement nous aider. Tu vois, si on avait des moments de difficulté, je sais que je pouvais aussi les appeler, et puis ils étaient là pour nous aider Ah oui, c'est vraiment bien fait. C'est vraiment bien fait. Ouais. C'est vrai que j'ai aussi un ami à moi qui se lance dans l'entrepreneuriat. Il m'a aussi parlé de coaching, de mentor. Ça, je pense que c'est hyper important. Des gens qui sont déjà passés par là avant. Moi, en l'occurrence, les mentors que j'avais, il y en avait plusieurs, mais surtout un qui m'a accompagné dès le départ. C'est quelqu'un qui avait la cinquantaine, qui avait déjà monté quelques entreprises avant. Et je sais que régulièrement, quand j'avais un problème, je l'appelais, parce que c'est des choses qu'il avait vécues par le passé. Et donc en quelques minutes, il me dit c'est tout simple, il faudrait juste faire ça. Et puis on a réussi à passer le coup dur, mais parce qu'à un moment, on est allé chercher de l'information, et puis on... Et du coup, par rapport à ça, qu'est-ce que tu aurais à dire à ceux qui nous écoutent, qui peut-être se lancent dans l'entrepreneuriat, ou peut-être qui sont déjà dans l'entrepreneuriat, mais qui ont des doutes, qui ont peur, ou bien qui se traversent peut-être des moments un peu comme toi tu as pu vivre, tu vois. Qu'est-ce qu'un des menteurs, ou qu'est-ce que toi tu as appris et que tu pourrais leur partager pour justement gagner en confiance, ou vaincre justement ce manque de confiance, ou vaincre le stress, la pression qu'il peut y avoir au début quand tu te lances là-dedans, quoi? Ouais, je pense que alors les auditeurs qui nous écoutent sont peut-être plutôt un peu jeunes. Je pense que ce qu'il faut surtout, c'est pas hésiter. Enfin, moi, c'est en tout cas l'état d'esprit que j'avais à l'époque, c'est que j'étais à une phase de ma vie où de toute façon, j'avais pas grand-chose à perdre, j'avais pas encore de famille ou de charges importantes, et donc c'est un risque que je pouvais plus facilement prendre à cette étape-là, si jamais ça marchait pas, quoi. Donc je pense que faut surtout pas avoir peur, faut se lancer, et puis surtout aller chercher de l'accompagnement, parce qu'en fait il y a plein d'associations et d'organismes pour justement aider à la création d'entreprises. Alors il peut y avoir la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie, il peut y avoir des incubateurs comme Semia par exemple à Strasbourg, des accélérateurs aussi, ou des associations comme Réseau Entreprendre.
Et c'est des associations formidables pour justement apprendre comment gérer une entreprise et se faire accompagner pour ne pas être tout seul dans ces moments difficiles. Et puis ils peuvent permettre aussi d'avoir des premiers soutiens financiers. Ça aussi, à l'époque, c'était important pour nous parce qu'on n'avait pas forcément d'argent à investir quand on est jeune. Donc c'est aussi des associations qui nous ont permis d'avoir au début les premiers financements pour se lancer. Donc moi, c'est ce que je dirais aux jeunes qui veulent y aller, surtout de ne pas hésiter, et puis d'aller voir ces associations-là et ces personnes qui seront prêtes à vous accompagner, comme des mentors aussi, des chefs d'entreprise qui sont ravis de donner leur temps un petit peu tous les mois pour aider les plus jeunes. Et voilà, donc je les pousserai à se lancer sans hésiter, ne pas avoir peur, parce que de toute façon, il y a jamais mort d'homme. Enfin, au pire des cas, ça marchera peut-être pas, mais c'est pas grave. Il peut y avoir des chances que ça marche. Et d'ailleurs, il y a beaucoup plus de chances que ça marche que non. Donc voilà, faut pas hésiter. Ouais, merci. C'est vraiment top comme conseil en tout cas. Et c'est vrai que quand on parle d'entrepreneuriat, ce genre de choses, la première chose auquel je pense, c'est pas forcément tout de suite à me dire en fait, il y a des gens qui peuvent nous aider en fait autour de nous, quoi. Et tout ce que tu as cité avant, c'est vrai que quand j'y repense, je me dis mais en fait c'est vrai, ils sont là en fait, et enfin il y a des gens qui sont là pour nous aider, quoi. Et en tout cas, merci beaucoup pour ces conseils-là. Maintenant, on va plus, je pense, passer à l'attrait même du leadership dans la vie de tous les jours. Comment est-ce que tu vis en tant que leader et quelles sont les valeurs que tu prônes et que tu essayes d'améliorer tous les jours dans ta vie, que ce soit même pas forcément qu'au taf, mais aussi en dehors, tu vois, de manière générale, parce qu'en soi, tu peux être autant appelé à être un leader au sein de l'entreprise qu'en dehors de l'entreprise. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Dans le sens inspirer les gens en dehors de l'entreprise que aussi à l'intérieur même. Ouais, mais je pense que... Enfin, moi, en tout cas, c'est ma vision que j'ai du leader. Je pense que ça doit être quelqu'un d'hyper humble et en fait qui permet aux autres d'ouvrir tout leur potentiel et de les laisser se développer avec beaucoup d'autonomie, beaucoup d'apprentissage. Nous, c'est... Je pense une valeur assez forte qu'on a toujours eu aussi chez Atolia, c'est de s'entraider au quotidien, de permettre à tout le monde d'apprendre. Voilà, si chaque jour on arrive à être, je dirais, 1% meilleur, au bout d'une année, en fait, on a augmenté ses capacités de manière hyper conséquente. Moi, je pense qu'un leader, c'est vraiment quelqu'un qui permet aux gens d'apprendre et de leur permettre de développer leurs compétences. Alors des fois dans un cadre, parce qu'il faut que tout le monde aille globalement dans la même direction, mais c'est de vraiment laisser les cartes en main à chacun de pouvoir exprimer alors son côté artistique par moment, sa créativité, et de faire en sorte que tout le monde puisse apprendre, et tout ça toujours en allant dans la même direction. Je pense que le leader, il doit donner un petit peu la stratégie, le cap, la vision, mais après c'est les équipes en fait qui vont permettre d'aller là-bas. Wow. Mais c'est ouf parce que c'est vraiment ce que j'ai ressenti tout de suite quand je suis arrivé dans la boîte. C'est que t'avais toujours ce côté humble que j'ai toujours admiré chez toi. C'est que tu nous as toujours laissé en fait, et je dis ça c'est pas pour faire juste du lèche ou ce genre de choses. Pour ceux qui nous écoutent, c'est vraiment pour en fait, c'est vraiment quelque chose que même je le dis aux gens que je vois en dehors quand je parle de mon travail et tout, et que c'est vraiment quelque chose que j'admire chez toi, c'est que c'est l'humilité que tu as et qui nous encourage aussi. Nous, je pense que chacun des membres de l'équipe à faire de même, et quand je suis arrivé, tu nous as laissé le temps d'apprendre, tu nous as laissé le temps de montrer ce qu'on vaut, et aussi nous laisser nous exprimer par rapport à chacun des sensibilités de chacune des personnes, et même en fait ce qui m'a énormément aussi touché, c'est le fait que tu es toujours en fait, même que chaque membre de l'équipe, c'est que peu importe en fait, même dans une réunion par exemple, tu vois, le fait que tu prennes en compte que tout le monde puisse s'exprimer. C'est ça en fait, tu prends en compte la parole de chacun, même qu'ils soient un stagiaire ou qu'ils soient un alternant ou qu'ils soient en CDI ou qu'ils soient peu importe en fait, t'as toujours pris, même les autres aussi t'ont toujours pris en compte en fait ce que la personne a dit, même si ce qu'il va dire, c'est pas forcément ce qui va s'accomplir, mais c'est juste que le fait déjà de se sentir écouté, de se sentir pris en compte, c'est quelque chose de ouf, et c'est quelque chose que... Pour moi, c'est quelque chose d'hyper important. Je pense que de toute façon, il n'y a pas quelqu'un qui sait et le reste ne sait pas. Tout le monde a des choses à apporter, tout le monde a des points de vue à partager, et en fait, c'est cette diversité qui fait aussi la richesse et qui permet à un moment
de trouver des bonnes idées, des bonnes solutions, c'est parce que tout le monde y contribue. Et, moi, je me verrais très mal dire, en fait, on va faire ça, 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 ça et ça. Et en fait, je suis tout seul à penser ça, alors que si voilà, on imagine un plan en équipe et où tout le monde contribue, tout le monde s'accapare aussi le projet. Et je pense que c'est ça qui fait qu'un projet avance super bien à un moment, c'est parce que tout le monde se l'est approprié et tout le monde veut contribuer au bien du projet. Donc je pense qu'il y a ce côté, en tout cas pour moi, qui est hyper important, c'est énormément d'écouter, de se remettre en question, et que toute idée, souvent beaucoup de bonnes idées sont bonnes à prendre, et que voilà, faut pas hésiter à se remettre en question à ces moments-là, et puis à intégrer les avis de chacun pour que globalement ça permette de trouver les meilleurs plans. Ouais, et ça rejoint ce que j'ai lu récemment dans un livre sur le leadership aussi, c'est que la diversité, c'est ce qui fait, c'est ce qui crée vraiment une équipe, et c'est pas forcément parce qu'en fait la personne en fait elle pense différemment que nous que on doit tout de suite la tèche de l'équipe ou ce genre de choses, ou de la mettre de côté. Et vraiment aussi, surtout aussi ce que tu as mentionné, écouter ce que les gens autour de toi, et ça me fait penser à ce que, je sais pas si c'est je sais plus qui me l'a dit, ou franchement c'est connu aussi, mais le fait qu'on ait deux oreilles et une seule bouche, c'est plus pour écouter que de parler, quoi. Ouais. Moi je fonctionne beaucoup comme ça, souvent même je parle pas beaucoup, mais je prends plus de temps à écouter, à agréger en fait tout ce que j'entends autour de moi, pour que après je puisse me faire ma propre analyse, et comment on en parle, c'est quelque chose qui a été réfléchi en amont. Et ouais, moi je suis d'accord que l'écoute c'est hyper important, surtout quand on est avec une équipe, pour moi c'est hyper important. Ouais. Et est-ce que tu aurais encore d'autres valeurs à partager pour un leader Ouais, je pense qu'il y a aussi un peu de... Enfin, pour moi, en tout cas, c'est un truc qui me touche beaucoup, c'est l'exemplarité. Que voilà, si on veut que des personnes dans l'équipe fassent certaines choses, et qu'au global, on aille dans une certaine direction, il faut déjà l'exemplarité du dirigeant, puisque c'est lui la façade principale aussi de l'entreprise à l'extérieur. Donc l'exemplarité, l'humilité, comme on en a parlé avant. La remise en question, l'ouverture d'esprit, ça aussi on en a un petit peu parlé. Et puis après, un dernier point aussi, c'est la résilience. Le fait que voilà, il y aura forcément des moments compliqués où ça va être dur moralement, etc. Mais il faut avoir cette résilience, ce mental, je pense des fois un peu d'acier pour passer ces coups durs. Et voir les choses toujours de manière positive, avec le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Ça permet aussi de passer ces moments-là de difficulté pour aller vers le meilleur ensuite. Top. Franchement, c'est vraiment cool. Merci beaucoup pour ce que tu dis. Par rapport à l'exemplarité, en fait, ça revient aussi à un des points que j'avais noté, c'est l'authenticité aussi. C'est quelque chose aussi que j'ai trouvé chez toi, c'est que tu sois en fait au taf ou en dehors, en fait, t'es toujours la même personne, dans le sens où en fait, t'es pas... t'es authentique, en fait. C'est pas parce que t'es au bureau que t'es comme ça, et que dans dehors, t'es quelqu'un de complètement différent, t'es toujours la même personne. Et c'est ça aussi, je pense, qui montre un bon exemple aussi aux autres autour de soi, quoi, d'être vraiment authentique, déjà dans la manière d'agir, dans la manière de parler, dans la manière de voir les choses et tout. Et je pense en tant que leader, je pense c'est une bonne valeur aussi à prendre en compte, et qui rejoint justement l'exemplarité que tu as dit. Ça me touche. Ça me touche, mais je suis d'accord. Enfin, surtout si c'est pour un projet dans la durée, on sait que ça va être pour j'espère en tout cas des dizaines d'années. Si on n'est pas aligné avec ces valeurs aussi perso dans le monde pro, je pense qu'au bout d'un moment, c'est difficile à gérer. Alors que là, voilà, quand on est aligné sur les mêmes valeurs, peu importe le contexte, qu'il soit pro ou perso, voilà, je pense que dans la durée, c'est bien meilleur. Non, mais c'est ça. Et plus pérenne. Ouais, c'est ça. Et de toute façon, c'est ce que j'avais dit aussi dans l'épisode 1 aussi. Enfin, c'est que, en fait, ce que moi j'essaye de faire tous les jours, c'est qu'en fait je veux être le même, tu vois, que ce soit en fait avec Maya, que ce soit avec des amis, que ce soit avec la famille. En fait, je veux pas être quelqu'un d'autre, tu vois, genre je change de pièce et du coup je deviens complètement quelqu'un d'autre, tu vois, genre c'est parce que je suis au travail, du coup je dois me comporter comme ça. Bon, bien sûr, il y a des règles, il y a des choses à respecter, ça, ce qui est normal, et en fonction de chaque endroit où tu vas, tu as des coutumes, tu as des choses comme ça que tu dois respecter, mais dans le sens où en fait la personne en elle-même, tu vois, enfin c'est quelque chose de... Mais en fait, tu l'as dit, peu importe les règles ou les habitudes ou les rituels qu'il va y avoir, en fait, la valeur qui t'anime à tous ces moments-là, c'est toujours juste le respect, en fait, et de
d'être bien avec les gens qui te côtoient. Et au final, ça reste cette même valeur, c'est juste le respect et puis essayer d'être bien avec tout le monde. Ouais, mais c'est ça. On a parlé de leadership dans l'épisode 1, on avait dit, enfin, John Maxwell, en fait, je sais pas si tu connais. De nom, mais il dit, je sais pas exactement dans un de ses livres, il dit que le leadership, c'est de l'influence, rien de plus, rien de moins. Ce qui veut dire qu'en gros, en fait, à partir du moment où tu as de l'influence, moi, en tout cas, je crois que tu vois, genre, tout le monde a de l'influence chacun à son échelle. Tu vois, genre, il y en a qui ont une petite influence, il y en a d'autres qui ont des plus grosses, etc. Et toi, du coup, en tant que leader, comment est-ce que tu as pu utiliser ou comment est-ce que tu as pu utiliser ton influence ou ton leadership pour amener justement ton équipe de 2015 par exemple, tu vois, qui était tout petite à maintenant, qui a beaucoup plus grossi et même qui s'est fait racheter, ce genre de choses. Comment tu l'as utilisé et comment tu l'as développé pour mener à bien ton équipe à bon port? Alors ça c'est une très bonne question. Je pense que c'est quelque chose dont j'ai peut-être des fois jamais été vraiment conscient. Tu vois, j'ai eu la chance d'avoir l'équipe qui nous a toujours suivis pour aller dans cette direction-là. Peut-être parce qu'on essaie de faire en sorte que le plan soit bien détaillé, soit bien rationnel et que soit, je te dirais, un peu réaliste pour tout le monde. Mais après, dans l'équipe d'origine, c'était surtout une équipe très, très tech. Et du coup, on avait forcément cette envie de développer une belle application, surtout axée sur des fonctionnalités, et de faire une application toujours le plus rapide, toujours le plus fluide possible. Et je pense qu'en fait, c'est simplement que voilà, on avait ces mêmes envies-là qui ont fait qu'on a convergé de manière un peu naturelle dans la même direction. J'ai l'impression d'avoir dû vraiment réfléchir à tout ça. Il n'y a pas vraiment, tu les as pas, enfin, il n'y a pas quelqu'un qui a influencé plus que l'autre dans l'équipe. Est-ce que c'était plus toi qui tirais les autres à aller dans une direction ou est-ce que vous tirez les uns, les autres? Je pense que justement, on était tous un peu d'accord d'aller dans la même direction parce que justement, on a toujours eu une démarche très, très collaborative où chacun propose ses idées, on fait converger vers un même endroit. Donc, je pense pas que ça a été voilà, j'étais devant le travail d'une personne, cette direction-là. C'est le travail d'une équipe, quoi. Voilà, c'est vraiment le travail de toute une équipe et justement d'inclure tout le monde dans les décisions, ça a fait que on a tous avancé comme une seule et même personne en fait, dans la même direction, dans la même direction. Donc surtout avec la vision produit, on savait qu'on voulait faire une application qui permette à tout le monde de travailler très facilement ensemble, de manière hyper efficace et agréable. Et ça a toujours été la même vision et qui a d'ailleurs réussi à bien pivoter parce qu'entre Scoledge qui était orienté plutôt vers les écoles et Atolia qui maintenant est orienté vers les entreprises, au final cette vision est toujours restée la même de permettre à tout le monde de travailler ensemble de manière très simple. C'est juste qu'on a changé un petit peu de marché. Et donc c'est le fait d'avoir toujours eu cette même vision qui a permis de facilement passer cette étape-là. Ouais, mais hyper important la vision quand tu fais un projet, quoi, c'est vraiment hyper important. Ouais. Et c'est là où il faut, je pense, vraiment être aligné. Et nous, on a eu de la chance, c'était le cas. On voulait tous faire ça. Alors après, avec des tactiques des fois un peu différentes, mais la stratégie, la vision a toujours été la même et c'est ça qui a fait qu'on a pu avancer tous comme une seule et même personne. Mais c'est ça, sans vision en fait c'est compliqué d'avancer, en fait tout est flou, tu vas nulle part, enfin dans le sens où on va faire des zigzags et c'est tout. Ça en fait, t'avances sans en fait avoir de, enfin c'est comme si t'avançais dans le noir en fait. Pour moi en tout cas, genre quand j'ai quelque chose, quand j'ai un projet en tête, tu vois, si j'ai pas la vision, enfin j'ai pas une vision claire, tu vois, en fait je me dis mais en fait je vais où en fait, au final je fais des trucs mais au final pour rien faire entre guillemets, tu vois, genre tu fais des choses juste pour faire des choses et au final ça apporte pas grand chose, quoi. Et par rapport à ce travail d'équipe, je pense qu'on peut terminer là-dessus. Est-ce que pour toi, le fait d'avoir une bonne alchimie d'équipe, une bonne cohésion d'équipe, est-ce que c'est plus important que les compétences intrinsèques même d'une personne dans une équipe? Totalement, hein, et on le dit souvent. Alors là, c'est plus dans les définitions un peu RH, ressources humaines, on parle souvent de savoir-faire et de savoir-être, qui sont deux choses souvent à voir. Donc savoir-faire, qui sont les compétences purement techniques, et le savoir-être, qui va être beaucoup plus le côté humain, relationnel, et justement capacité à travailler en équipe. Et les deux sont super importants. On a beau avoir quelqu'un qui serait peut-être expert dans son domaine, s'il n'arrive pas à travailler avec le reste de l'équipe, ça va être compliqué de créer quelque chose de
de commun qui va couvrir tous les aspects, parce que dans une entreprise, la technique va être tout aussi importante que la partie commerciale, que le marketing, que la communication, que l'administratif, la compta, la finance. Enfin, il faut vraiment que un peu toutes ces planètes-là soient alignées pour faire une belle entreprise. Et donc, il n'y a pas juste le savoir-faire que chacun pourrait avoir dans son domaine, il y a aussi vraiment ce travail en équipe qui est super important, parce qu'il faut que chaque département et chaque poste, en fait, dans une entreprise communique bien ensemble pour aller justement dans ce chemin, dans cette même direction. Et puis, il y a un proverbe qui le dit très souvent. Moi, je sais que ça m'avait marqué il y a quelques années quand je l'ai entendu pour la première fois. On dit souvent tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et c'est exactement ça. C'est que si on veut faire un truc très vite dans son coin, par exemple juste sur la partie technique, effectivement on le fera sûrement plus vite, mais le problème c'est que une entreprise doit aller plus loin que ça, et c'est là où il faut pouvoir travailler ensemble et que chacun puisse se relayer quand il y a des fois des coups durs, etc. Donc voilà, un proverbe que j'aime beaucoup mais de ouf, c'est vraiment top. Et qui je trouve représente bien l'entreprise en tout cas. Grave. Ouais, merci beaucoup. En tout cas, c'est vraiment top, surtout de finir sur cette citation-là. C'est vraiment top. Et oui, j'ai une deuxième petite question bonus. Qu'est-ce que tu dirais à ton toi de 20 ans, du coup, après avoir vécu et traversé tout ce que tu as pu vivre? Qu'est-ce que tu lui dirais avec du recul? Avec du recul, je lui dirais bonne chance. non, pas que. Non, mais je dirais que il va y avoir des moments plus compliqués que d'autres dans la vie d'une entreprise, que tout va pas être facile, surtout pas au début, mais que franchement ça vaut le coup. Et quand on voit après le travail qu'on a réalisé ensemble, et voilà, une équipe aujourd'hui, on est une quinzaine de personnes. Quand je vois le matin en arrivant au bureau, une quinzaine de personnes qui sont tous contents de travailler ensemble, pour moi c'est la plus belle des réussites. Donc voilà, mon moi d'il y a 20 ans, je lui dirais accroche-toi et puis fais-le. Alors avec peut-être un peu moins d'erreurs que tout ce qu'on a pu faire dans notre parcours, mais voilà, quand on est primo-entrepreneur et qu'on est jeune, c'est malheureusement des choses qui arrivent. On fait quelques petits plantages, quelques petites erreurs. Après, c'est comme ça aussi qu'on apprend. C'est comme ça qu'on apprend. Ouais, c'est ça. Alors si on veut, on peut terminer encore sur une autre citation. Je crois que c'est Nelson Mandela qui disait ça. Qu'on ne perd jamais, soit on gagne, soit on apprend. Exact. Et là, c'est aussi ce qui nous arrive, malgré certains échecs qu'il peut y avoir des fois. On a appris beaucoup et puis on le reproduira pas la fois d'après. Donc voilà ce que je pourrais dire à mon moi d'il y a 20 ans. C'est trop bien, c'est trop bien. Merci beaucoup en tout cas Guillaume, c'était vraiment cool de pouvoir t'avoir du coup aujourd'hui avec moi pour cet épisode. Du coup, avant de terminer, où est-ce qu'on peut te retrouver si jamais on veut te contacter? Comment est-ce qu'on peut aussi contacter Atolia si jamais? Où est-ce qu'on peut avoir plus d'infos pour comprendre le produit et savoir toutes les infos dessus? Alors pour découvrir Atolia, c'est tout simplement sur www.atolia.com. Et après, si vous voulez parler plus d'entrepreneuriat, ou vous avez des questions sur des projets que vous voulez peut-être lancer ou sur autre chose, vous pouvez me trouver sur LinkedIn, m'envoyer un petit message, c'est l'endroit où je répondrai probablement le plus rapidement. Ça marche, top. Merci beaucoup. De toute façon, toutes ces choses-là, je vais les mettre en description dans chacune des plateformes où je vais publier le podcast. Du coup, il y aura son LinkedIn, il y aura aussi l'adresse du site internet d'Atolia. Et du coup, pour terminer, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné sur les différentes plateformes, que ce soit YouTube, Spotify, Deezer, Apple, etc. Aussi Instagram, si vous voulez suivre sur mon Instagram, du coup, les derniers épisodes qui sont sortis. Et aussi à aimer si vous avez aimé cet épisode et à partager autour de vous. En tout cas, voilà, c'était vraiment un plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui, Guillaume. Merci également, ça m'a aussi permis de voir un petit coup dans le rétroviseur et de tout ce qu'on a fait les dernières années. Mais c'est clair, C'était l'occasion. C'est top et tout. Me dire qu'il y a 5 ans, enfin, pas 5 ans, il y a 3 ans, je crois, ça fait 3 ans déjà, qu'on était 3 dans le bureau et maintenant on est beaucoup plus que ça. Et c'est juste incroyable, c'est trop cool. Et en tout cas, vraiment hâte de voir la suite, quoi. Et du coup, voilà, portez-vous bien et on se retrouve à la prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt. Merci à tous, à bientôt. Du coup, là, ça va? C'était cool. Très bien. T'as vu le timing? Ouais, top, hein.